Donc, on attaque par les sténoses valvulaires pulmonaires. Sténose valvulaire pulmonaire, ça fait partie des malformations cardiaques congénitales les plus fréquentes après CIA, CIV. Donc, on estime à peu près qu'en France, ça représente à peu près 350 cas par an. Donc, alors, de l'ordre du canal artériel. Donc, vous voyez, ça fait partie des malformations cardiaques congénitales les plus fréquentes. Donc, vous allez en voir. Et il y a... c'est une cardiopathie, donc vous avez besoin de comprendre bien les tenants et les aboutissants, puisque c'est une des cardiopathies les plus fréquentes. Alors, quand on dit sténose valvulaire pulmonaire, en congénital, on peut avoir une sténose, c'est-à-dire un obstacle entre le ventricule droit et les artères pulmonaires, mais qui va être de localisation variable. On peut avoir des obstacles qui vont s'appeler sous-valvulaires pulmonaires, qui vont être liés à des bourrelets musculaires, à une bascule antérieure du septum conal dans la tétralogie de Fallot, autres. On peut avoir un obstacle qui va être valvulaire avec la forme pure, où c'est vraiment la fusion codissurale qui crée l'obstacle VDAP, la sténose. Et puis, on peut avoir des obstacles supravalvulaires, comme soit après réparation, soit sur des maladies type Williams en particulier. Et puis, on peut avoir même après des sténoses qui vont être sur les branches, voire même sur la distalité des branches avec les artères pulmonaires, notamment dans la maladie d'Alagille. Donc, la sévérité de cette sténose est variable. Ça peut aller jusqu'à l'atrésie valvulaire pulmonaire. Et lorsqu'on va différencier, il ne faudra surtout pas faire la confusion entre l'apsie et l'abso. La sténose valvulaire pulmonaire avec atrésie pulmonaire, qu'on appelle atrésie pulmonaire à septum intact, voilà, c'est le même continuum de maladies, SVP et apsie. Par contre, l'atrésie pulmonaire à septum ouvert, ça fait partie des cardiopathies conotroncales du même ordre que la tétralogie de Fallot. Et dans la tétralogie de Fallot en anglais, ils disent avec pulmonary, avec sténose pulmonaire pour le Fallot classique, et avec atrésie pulmonaire, tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire pour ce que nous on appelle l'abso. Donc c'est vraiment deux maladies sur lesquelles il faut faire une grande différence entre l'apsie et l'abso. Ça n'est pas du tout le même spectre. Et dans la tétralogie de Fallot avec atrésie pulmonaire, le problème, ça va être les artères pulmonaires qui sont plus ou moins connectées, les collatérales, etc., les MAPCA, alors que dans l'atrésie pulmonaire à septum intact, le problème, ce sera le ventricule droit et son développement. Donc cet obstacle sur la voie entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire peut être natif, c'est-à-dire à une anomalie primitive, ou en fait lié à une évolution, un patch, avec une mauvaise cicatrisation, une sténose post-opératoire, voire une sténose d'un conduit artificiel qui a été positionné entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et ces conduits sont souvent utilisés dans des cardiopathies conotroncales comme le tronc artériel commun, où il y a besoin de mettre un tube VDAP, comme justement l'atrésie pulmonaire à septum ouvert ou autre. Et ces conduits peuvent devenir sténosants avec le temps, soit parce que avec la croissance, le tube est devenu trop petit, ce qu'on va appeler un mismatch, soit parce que il y a de la prolifération, de la dégénérescence calcifiée ou fibreuse qui va se mettre dans le tube ou à ses anastomoses et qui va créer un obstacle dans le tube. Donc, on va surtout quand même parler de la sténose valvulaire pulmonaire, qui est la maladie primitive. Et cette sténose pulmonaire peut être le plus souvent isolée, sans syndrome génétique sous-jacent, mais parfois, on va voir un syndrome génétique qui va être en particulier pour les valves pulmonaires, le syndrome de Noonan, et pour les atteintes supravalvulaires, le syndrome de Williams-Severen, et pour les formes très distales, en particulier des artères pulmonaires, les sténoses distales des artères pulmonaires, le syndrome d'Alagille. Donc en gros, c'est les trois syndromes qu'il faut retenir en association avec des obstacles sur la voie pulmonaire, dans sa globalité. Voici par exemple des sténoses distales sur un syndrome d'Alagille, des deux côtés, avec des sténoses très serrées en distalité dans le hile pulmonaire, qui peuvent être à l'origine d'une hypertension dans le ventricule droit très sévère, iso, voire suprasystémique, mais qui a la particularité d'être relativement longtemps bien tolérée, parce que c'est des sténoses qui existent depuis très tôt dans la vie de l'enfant, et donc le ventricule droit est resté adapté, resté hypertrophié et adapté depuis avec un métabolisme fait avec une structure comme durant la période fœtale. Il n'a pas eu le temps de se démuscler. Et en fait, ça lui permet de garder une fonction correcte. Parlons surtout maintenant de la sténose sur la valve pulmonaire.
Donc, ça crée un obstacle sur la voie pulmonaire. Donc, comment on va évaluer cet obstacle? Eh bien, on va regarder, ça va générer un gradient de pression entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Normalement, lorsqu'on est en systole, c'est-à-dire la phase d'éjection du ventricule droit, eh bien, il n'y a pas de différence de pression entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. On est habituellement sur une pression dans le ventricule droit en systole aux alentours de 20 mm de mercure, une pression dans l'artère pulmonaire en systole aux alentours de 20 mm de mercure, quand il n'y a pas d'obstacle. La pression dans le ventricule droit va monter de façon proportionnelle à la sévérité de l'obstacle. La PAP sera basse, voire abaissée, va perdre sa pulsatilité et la pression dans le ventricule droit va augmenter. Et la pression dans le ventricule droit augmentant en systole, la post-charge du ventricule droit augmente. Et donc, en réaction, le ventricule droit va s'adapter, avec sa tension pariétale et sa post-charge qui augmente, et il va s'hypertrophier de façon concentrique. Et il y a, lorsque l'obstacle est très serré, ou lorsqu'il y a une maîtrise de la valve, lorsqu'on va appeler, il va y avoir un phénomène où en fait le flux, le débit pulmonaire ne va plus, le débit cardiaque ne va plus pouvoir se faire de façon exclusivement par la voie pulmonaire, l'obstacle est trop serré, et en fait on a besoin d'avoir un circuit de dérivation du flux pour pouvoir garder un débit systémique. Donc le flux des retours veineux caves supérieurs ou inférieurs va passer par le foramen ovale perméable, et il va revenir éventuellement pardon, excusez-moi, il va revenir par le canal artériel à l'artère pulmonaire. Et donc, ce circuit, c'est ce qu'on va appeler une sténose valvulaire pulmonaire critique, où c'est aussi la circulation lorsqu'il y a une atrésie de la valve pulmonaire, une APSI, avec une ductodépendance pour la perfusion pulmonaire. D'accord? Une ductodépendance pour la perfusion pulmonaire. On a besoin du canal artériel pour maintenir un débit pulmonaire. Donc, un chant de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche à travers le foramen ovale perméable, à l'origine d'une cyanose réfractaire, qui sera éventuellement un point d'appel chez l'enfant, et un chant gauche-droite par le canal à la naissance. Donc, le terme critique pour une sténose valvulaire pulmonaire qualifie le fait que la circulation est ductodépendante avec un chant droite-gauche inversé par le canal. Habituellement, sinon, le souffle, c'est ce type de bruit, un souffle râpeux que l'on va plutôt entendre chez l'enfant, chez le nourrisson, avec le plus souvent un diagnostic qui va être désormais éventuellement anténatal, en particulier dans les formes les plus sévères, avec le VD qui s'hypertrophie et la cavité qui devient un peu plus virtuelle. Sinon, sur un souffle cardiaque avec une cyanose néonatale, et enfin, sur un souffle cardiaque isolé du nourrisson ou de l'enfant. Donc, ce souffle, il a la caractéristique d'être systolique, éjectionnel, râpeux, foyer pulmonaire, avec un clip proto-mésosystolique. Et c'est surtout la SAT, et dans le dépistage de la saturation systématique chez le nouveau-né à 48 heures, eh bien, il arrive de mettre en évidence des sténoses valvulaires pulmonaires critiques, même si en association à l'auscultation. Habituellement, il n'y a pas de dyspnée, il n'y a pas de retard de croissance. Ce n'est pas ces signes-là qui vont faire découvrir le plus souvent une sténose valvulaire pulmonaire. Donc, on va évaluer le premier examen de base pour évaluer une sténose valvulaire pulmonaire, c'est bien sûr l'échocardiographie. Et donc, en échocardiographie, on va travailler soit sur l'incidence parasternale courax comme ici, soit sur des parasternales courax en sous-costale, qui va nous permettre de dégager la voie entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Ici, on a la valve qui a une ouverture limitée sur son extrémité. Elle est plutôt fine à sa base, mais a une ouverture en dôme, ce qu'on appelle, avec cette valve qui ne s'ouvre pas. En échographie, on va décrire si la valve est très épaisse, remaniée, s'il y a cette ouverture en dôme. On va décrire si l'obstacle est valvulaire ou s'il y a aussi l'association avec une sténose supravalvulaire, ce qu'il n'y a pas ici, ou si plutôt il y a parfois dans les formes de sténose valvulaire pure, si on a une dilatation post-sténotique. Et on va bien sûr décrire après, au-delà de la valve, la sévérité de l'obstacle avec la mesure du gradient entre la voie VD et AP, un tir Doppler en Doppler continu. Et puis, on va regarder s'il y a un canal artériel qui est ouvert qui contribue à alimenter, comme ici sur la coupe en bas à droite. Et on va regarder sur la coupe 4 cavités ou en sous-costale 2 cavités, regarder comment se fait le sens du shunt à travers le foramen ovale. Et bien sûr, regarder si on a éventuellement des autres lésions en association.
le tir Doppler continu ressemble à ça. Ne surestimez pas votre tir de Doppler continu. Essayez vraiment d'être dans la zone qui est la plus nette pour ne pas surestimer la vélocité Doppler. Et on va regarder, bien sûr, voilà. Donc ça, c'est une autre image pour voir avec cette fois-ci une sténose avec un aspect un peu plus, un peu moins favorable, avec une petite voie supravalvulaire pulmonaire. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas tourner. Voilà. On a ici, on voit, c'est un peu plus supra, c'est un peu plus petit. Donc ça, c'est plutôt une sténose de voie un peu plus atypique, d'aspect un peu moins favorable. Donc ça fait partie des petites choses qu'on regarde. Et donc, de nouveau, le gradient transvalvulaire VD-AP avec ici une vélocité qui est relativement significative à plus de 4 mètres. On est sur 4,8 mètres par seconde en Vmax. On peut faire le gradient moyen aussi en faisant l'intégrale temps-vitesse qui va vous donner le gradient moyen. Mais le gradient max est aussi tout à fait intéressant, en particulier chez la vitesse max, c'est très intéressant chez l'enfant. Donc, en l'hypertension ventriculaire droite, alors, vous avez vu dans les cours de physiologie qu'on va pouvoir mesurer la fluidité sur le ventricule droit. Ce fluidité, souvent, on l'utilise pour mesurer ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire, mais il ne faut pas oublier que c'est du Bernoulli simplifié et dérivé. Donc, excusez-moi, le flux ici entre le ventricule droit et l'oreille droite, c'est ça que l'on va mesurer quand on va faire le tir Doppler. Donc, c'est le gradient de pression entre le VD et l'AP, entre le VD et l'OD, pardon. C'est ça qui sera mesuré quand on fait le tir de vélocité Doppler et non pas la pression dans l'AP. En fait, c'est par extension. Quand on a un cœur normal, on considère que la pression entre le ventricule droit en systole et dans l'artère pulmonaire en systole est la même. Donc, par extension, la PAP est la même que celle que l'on va pouvoir mesurer sur le flux à travers le VDOD en y ajoutant la pression dans l'oreille droite. Lorsqu'on a un obstacle sur la voie pulmonaire, cette approximation n'est plus utilisable. Donc, en fait, lorsque l'on mesure le fluidité quand il y a un obstacle sur la voie pulmonaire, eh bien, on mesure la pression dans le ventricule droit en systole et pas la mesure de la pression dans l'artère pulmonaire en systole. Si on voulait la mesure de la pression dans l'artère pulmonaire en systole basée sur la pression sur le fluidité, il faudrait y soustraire le gradient max qui existe entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et ça, c'est un point très important parce que c'est un piège classique. Donc, quand on fait sur un sténose valvulaire pulmonaire, quand on mesure la PVD sur l'IT, eh bien, on va mesurer la vélocité et on va parler de PVD. Et on va regarder éventuellement un élément de sévérité, c'est de regarder si cette PVD, elle est supérieure ou pas à la pression systémique. Et si elle est suprasystémique, ça sera un critère de sévérité additionnel. Comme dans ce cas de figure, ça, 170 mm de mercure, on ne voit pas ça tous les jours. C'était un cas importé, un patient adressé par une des chaînes humanitaires, Mécénat ou Chaîne de l'Espoir, d'un enfant qui avait une sténose valvulaire pulmonaire qui avait évolué depuis un certain temps et qui a été pris en charge dans l'enfance relativement tardivement et qui avait une pression de ventricule droit très élevée. Donc, on va voir jusqu'à comme ça 170 mm de mercure, plus de 6 mètres. Et le risque dans ces cas-là, s'il n'y a pas de, c'est éventuellement à l'obstacle d'avoir une mort subite à l'effort. Donc, comment on analyse le sens du shunt? Eh bien, on va regarder sur le flux à travers la fosse ovale. C'est un reflet, bien sûr, de la compliance entre les deux ventricules. Et en fait, le shunt qui s'inverse droit-gauche témoigne d'une mauvaise compliance du ventricule droit en relation avec une hypertrophie majeure très importante qui s'est développée avec parfois aussi un ventricule droit qui devient de petite dimension et qui n'est plus capable de gérer tout le débit. Donc, mauvaise compliance, incapacité à gérer tout le débit, le shunt s'inverse. Est-ce qu'on a besoin d'une autre imagerie à part l'échocardiographie pour la prise en charge d'une sténose valvulaire pulmonaire? Eh bien, le plus souvent, non. Aucune autre imagerie n'est nécessaire. Par contre, lorsqu'on a des atteintes plutôt supravalvulaires pulmonaires, en particulier des branches pulmonaires, là, le bon examen, c'est l'angioscanner des artères pulmonaires et éventuellement la scintigraphie de ventilation et la scintigraphie de perfusion qui va pouvoir, en particulier lorsqu'on a des sténoses unilatérales, quantifier la sévérité d'une sténose unilatérale. Un autre point hémodynamique qu'on peut souligner de façon importante lorsqu'on parle de sténose unilatérale d'une pression des branches pulmonaires, c'est que normalement, une sténose unilatérale d'une artère pulmonaire ne fait pas monter la pression dans le ventricule droit. Ne fait pas monter la pression dans le ventricule droit. Donc, si vous avez une pression qui est élevée dans le ventricule droit, c'est forcément soit
une sténose sur le tronc pulmonaire, soit une sténose bilatérale des branches pulmonaires, soit, ce qui arrive parfois, compliquant des abscesses ou certaines maladies, soit une sténose d'un côté et une hypertension, une élévation des résistances vasculaires pulmonaires sur l'autre côté. D'accord? Ça peut aussi se voir avec sténose d'une artère pulmonaire et HTAP, entre guillemets, enfin, élévation des résistances vasculaires pulmonaires sur l'autre côté. Et dans ces cas-là, vous avez une hypertension dans le ventricule droit. Mais une sténose unilatérale des artères pulmonaires n'entraîne pas d'hypertension ventriculaire droite. D'accord? Il faut qu'il y ait... Voilà. Je parle d'HTAP, mais attention, hein, les sténoses isolées des valvulaires pulmonaires, ce n'est pas des maladies qui causent le HTAP. Bien entendu, là, on parle de maladies plus complexes, type troncus, absceau, où l'HTAP peut être lié à d'autres causes, mais pas juste du simple fait d'avoir des obstacles sur les branches pulmonaires. Ensuite, si la sténose, on va regarder si elle est associée à une fuite pulmonaire. Et pour quantifier la fuite pulmonaire, l'échographie est intéressante, mais l'IRM reste le gold standard pour la quantification du retentissement, des volumes du ventricule droit et pour aussi évaluer la sévérité de la fuite pulmonaire en fraction de régurgitation. Prise en charge. Est-ce que déjà sur l'évaluation initiale, vous avez des questions? S'il n'y en a pas, je continue. Sur la prise en charge initiale d'une sténose valvulaire pulmonaire, ça va dépendre ou pas de son caractère critique. Si on est sur une sténose valvulaire pulmonaire critique néonatale, eh bien à ce moment-là, c'est traitement intraveineux par prostine, transfert médicalisé dans un service de cardiologie pédiatrie qui comporte du cathé, et on va adresser le patient pour un cathétérisme très rapidement. On va pas attendre, on va le faire, on n'est pas obligé de le faire au milieu de la nuit, mais on va le faire quasiment le jour même ou le lendemain, le plus souvent, avec dilatation valvulaire pulmonaire percutanée. Pour la sténose valvulaire du nourrisson et de l'enfant, eh bien de même, le cathétérisme sera le traitement de première intention. Et puis là, ça se fait de façon plus programmée. Habituellement, on retient, ça se fait lorsqu'il y a une Vmax qui est au moins supérieure à 4 mètres par seconde, un gradient max en écho qui a plus de 40 mm de mercure, et ou s'il y a une dysfonction du ventricule droit, ce qui est relativement rare. Et à ce moment-là, ça se fait en hospitalisation programmée dans le service de cardiopédiatrie et du cathé, entrée la veille et sortie le plus souvent le lendemain de l'intervention. Donc, comment ça se passe en pratique? On injecte, on regarde le diamètre de la valve pulmonaire et on soit une petite sonde à ballonnet, on fait la mesure du diamètre de l'anneau pulmonaire. Et si c'était une valve un peu épaisse, ventricule droit, artère pulmonaire, valve pulmonaire, on met un petit guide, le plus souvent dans l'artère pulmonaire gauche ou à travers le canal, et on dilate avec un petit ballonnet. Et vous allez voir ici à droite, progressivement, on va avoir une belle rupture d'incisure. Donc, tac, voilà, là, ça s'est bien levé. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime bien voir au cathé. Ça veut dire qu'on a une rupture, une bonne ouverture d'une fusion commissurale. Ce qu'on n'aime pas voir au cathé, c'est quand ça s'ouvre doucement, progressivement et de façon un peu élastique. Parce que là, souvent, on a le résultat hémodynamique qui est moins bon. Et on aura beau redilater, parfois la valve reste épaisse, élastique, fibreuse, en particulier lorsque c'est des valves syndromiques de Noonan. Et c'est là où on aura éventuellement des échecs, des non-inefficacités, on va dire, hémodynamiques de la dilatation, malgré un succès de dilatation. Et après, on retire le matériel. Voici un exemple d'une sténose, contrairement à la forme précédente, c'était une sténose bien typique, bien de bonne forme. Là, on a une sténose de forme atypique avec une sténose supravalvulaire. Et donc, on procède à la dilatation. Ici, même si c'est supravalvulaire, et en fait, on aura un résultat qui sera incomplet dans cette forme-là. Alors, partiel, ça peut aider à passer un cap, mais parfois, ça sera incomplet parce que c'est élastique, ça se laisse dilater doucement, ça revient, etc. Des petits points pour préciser sur le cathé. On n'aime pas trop surdimensionner. Habituellement, vous voyez, on prend un ballonnet qui va être du diamètre de l'anneau. On n'a pas besoin forcément d'aller surdimensionner. Il arrive parfois qu'on aille chercher jusqu'à 120% du diamètre de l'anneau, mais on préfère éventuellement avoir besoin de redonner un coup de ballon dans l'évolution parce qu'on a une sténose qui a été complètement levée et qui a besoin d'en remettre un petit coup, plutôt qu'à l'inverse, dilater de façon trop ferme d'emblée et avoir une déchirure valvulaire et une fuite pulmonaire libre qui imposera une revalvulation
pulmonaire plus tard, à l'adolescence ou autre, dans l'âge de vie. Excusez-moi, il me harcèle, mais je vais finir par devoir répondre quand même si ça continue. Mais, et donc, du coup, on préfère essayer, dans la mesure du possible, de pas avoir besoin de dilater trop, de façon trop ferme pour éviter d'avoir une fuite pulmonaire. Même si, justement, quand c'est des sténoses élastiques de forme atypique, là, on va être un peu plus agressif en termes de diamètre et de ballon un peu plus large. Donc, quel est le devenir? Le plus souvent, sur une sténose modérée, eh bien, on n'aura pas forcément besoin d'intervenir et il peut y avoir un suivi et une vie tout à fait favorable et avec une survie qui est comparable à la population générale. Sur des sténoses modérées, il peut arriver qu'on agisse un peu plus tardivement chez un enfant, un adolescent, parce que finalement, on se rend compte qu'il y a quand même un retentissement à l'effort. Donc, on peut parfois aller dilater chez un peu plus grand. Mais le plus souvent, une petite sténose modérée ne va rien demander à personne et on va pouvoir avoir une vie tout à fait normale. La sténose sévère qui va être traitée par cathétérisme chez un nouveau-né ou un nourrisson, lorsque la forme est favorable, c'est-à-dire qu'on a une bonne ouverture complète après la dilatation au cathé, eh bien, on a un excellent devenir à long terme, comparable à la population générale, sans aucune réintervention possible. Mais on n'a pas toujours ce cas de figure le plus favorable. Parfois, il y a un obstacle résiduel qui peut nécessiter de refaire une deuxième dilatation complémentaire au cathé, et ou, si c'est une forme avec vraiment une valve dysplasique épaisse type Noonan, qui peut nécessiter de faire une valvulectomie chirurgicale. Si, après cathé ou chir, on a une fuite pulmonaire, le plus souvent, si elle est plus petite, après cathé modérée, bon, il n'y aura rien à faire, c'est bien toléré et puis il n'y aura rien à faire. Parfois, s'il y a une fuite pulmonaire sévère, soit parce qu'on a fait une valvulectomie chirurgicale, soit parce qu'on a eu une cusp déchirée au cathé, et bien à ce moment-là, cette fuite pulmonaire est le plus souvent très bien tolérée, comme pour les phallos, mais elle va nécessiter à terme une revalvulation pulmonaire qui sera percutanée ou chirurgicale en fonction des caractéristiques anatomiques et du type de valve. Est-ce que pour la valve pulmonaire, il y a des questions particulières? Si on finit juste sur l'endocardite et les valves pulmonaires, une endocardite sur valve pulmonaire, c'est absolument exceptionnel sur valve native. Il n'y a pas de prophylaxie médicamenteuse qui soit nécessaire lors des gestes dentaires à risque si on a une sténose valvulaire pulmonaire ou si on a une fuite pulmonaire sur une valve native. Par contre, l'endocardite, c'est une complication très, très sévère et très importante des tubes valvés ou des valves prothétiques entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire, qu'elles soient chirurgicales ou interventionnelles, en particulier avec les tubes avec des veines jugulaires de bœuf, type Contegra ou Mélodie, où on voit qu'il y a quand même beaucoup d'endocardite. Et donc, en gros, toute fièvre chez un patient ayant un tube ou une valve pulmonaire artificielle doit faire penser à une endocardite. Et toute augmentation brutale du gradient sur un tube ou une valve pulmonaire artificielle doit faire penser à une endocardite et faire prélever des hémocultures avant d'initier un traitement antibiotique probabiliste. Et il faut vraiment prélever des hémocultures avant pour essayer d'avoir une documentation. Et puis après, on adressera vers un centre médico-chirurgical expert pour les cardiopathies congénitales parce que ça peut être des urgences. Lorsqu'on a une endocardite sur un tube ou une valve prothétique, ça peut venir se boucher en urgence, boucher brutalement. En particulier quand c'est du staph, avec des endocardites très bruyantes et qui vont venir obstruer la valve pulmonaire et on va pas avoir besoin d'une prise en charge en extrême urgence. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on s'alerte et que je vous alerte sur ces deux éléments clés dans le suivi de patients avec des conduits prothétiques. Et on sait qu'en particulier, lorsqu'il y a un conduit sténosant, s'il y a une sténose, ça fait aussi un peu plus le lit pour avoir des endocardites liées aux turbulences que ça crée dans le conduit. On fait une petite pause. Est-ce qu'il y a des questions sur la sténose valvulaire pulmonaire avant qu'on passe sur la psy? Je vais remettre un peu de chat. C'est jusqu'à 15h30. Il y en a trois après. OK. Question? Aucune? Vas-y. Tout était très clair? J'ai une question. Ouais. Oui, au niveau de la classification de la sténose pour la gravité,
la sévérité de la sténose pulmonaire, on utilise le gradient moyen ou le gradient max à l'écho? Alors, d'abord, on utilise le fait qu'il y a un champ droit gauche ou pas interatrial. S'il y a un champ droit gauche, c'est une sténose valvulaire pulmonaire très sévère, critique. S'il n'y a pas de champ droit gauche et qu'on a chez un nourrisson, un nouveau-né, une Vmax à plus de 4 mètres par seconde, donc un gradient max à plus de 4 mètres par seconde, là, on va parler de sténose valvulaire pulmonaire serrée, donc sévère chez un nourrisson. Après, c'est vrai que chez le grand enfant et chez l'adulte, on va plutôt basculer sur le gradient moyen, avec un gradient moyen à 40 mm de mercure, ou aussi la comparaison en fait, entre la pression dans le ventricule droit et la pression systémique. Chez l'enfant, ce n'est pas inintéressant d'avoir toujours cette vision de l'équilibre entre les deux ventricules. Et en gros, lorsque la pression dans le ventricule droit devient à plus de la moitié de la pression systémique, ça commence à être significatif. Et lorsque c'est à plus de 2/3 de la pression systémique, ça devient sévère et ça justifie une intervention. Merci. Et on essaie de simplifier. Voilà. C'est comme ça qu'on peut essayer de résumer. Ok, merci. D'autres questions? Sinon, on bascule sur la psy. Ok, pas de questions. Allez, on y retourne. Donc, APSI, c'est une cardiopathie qui est la prise en charge des sténoses valvulaires, pulmonaires, supravalvulaires, la chirurgie, la place du cathé. Sur les sténoses supravalvulaires, où le cathé ne marche pas, pour les sténoses supravalvulaires natives, donc en fonction de la sévérité, si l'obstacle est très sévère sur une bifurcation, à ce moment-là, il faut envisager un traitement chirurgical, en sachant que dans certaines formes syndromiques, ça peut avoir tendance à s'améliorer notamment sur les Williams, sur la voie pulmonaire, ça peut s'améliorer, ce qui n'est pas forcément vrai sur la voie aortique. Après, sur tout ce qui est sténose acquise, supravalvulaire ou de la bifurcation, sur je dirais les sténoses des artères pulmonaires qui compliquent la tétralogie de Fallot opérée avec des patchs. Là, quand il y a du matériel, quand il y a eu un patch et qu'il y a une rétraction et qu'il y a une sténose en sortie de patch, la dilatation au ballon seul par cathétérisme va marcher. Lorsque c'est plus une hypoplasie des artères pulmonaires, là, ça marche moins bien et on s'orientera peut-être plus préférentiellement soit vers des stratégies avec stenting, soit des stratégies avec plastie chirurgicale, en sachant que chez le petit enfant, on essaye absolument d'éviter des angioplasties avec stenting sur les artères pulmonaires parce que ça resténose, ça reprolifère, ça ne suit pas la croissance, donc ça veut dire que ça impose de nouveaux gestes derrière. Mais ça peut être d'une aide en complément dans une stratégie médico-chirurgicale identifiée en staff pour aider à faire grandir une artère pulmonaire en attente d'une plastie ultérieure, etc. Donc, voilà, il peut y avoir la place, mais ça se discute de façon collégiale en médico-chirurgicale. Et puis après, chez l'adulte, en fonction de la caractéristique de l'artère pulmonaire, mais si c'est une sténose courte, serrée, avec un bon diamètre de l'artère pulmonaire dans l'huile, on va dilater et stenter au cathé assez facilement. C'est beaucoup moins vrai sous la prise en charge des sténoses de type alagile ou les sténoses très distales dans le lit pulmonaire. Là, c'est des sténoses qui ne répondent pas bien du tout à la dilatation, ou alors il faut utiliser des techniques un peu plus agressives avec du cutting ballon, etc. Mais ça donne des résultats qui sont plutôt pas très bons, parce qu'il faut traiter chaque branche, etc. Et d'autre part, il y a aussi des risques de lésions secondaires qui sont relativement importantes. Donc ce n'est pas des choses que l'on aime faire et qu'on fait de façon courante sur le traitement des angioplasties distales des artères pulmonaires. Allez, hop, on y va sur la psy. Donc, APSI, beaucoup plus rare, hein, ça fait vraiment partie des cardiopathies rares. Ça fait partie du spectre des malformations cardiaques congénitales complexes, dans le réseau un peu M3C. Et c'est une cardiopathie dont la physiologie et physiopathologie est importante à bien comprendre, avec une prise en charge, globalement, s'il faut retenir un mot, c'est que la prise en charge de l'APSI, c'est comment est le ventricule droit. La première question, c'est comment est le ventricule droit. Et tout va découler de ce ventricule droit. Donc voilà, 2% des cardiopathies congénitales, troisième cardiopathie cénogène, atrésie de la valve pulmonaire sans CIV.
Alors parfois, on a une micro-CIV musculaire. Bon, ça reste la maladie abscie, hein. Même s'il y a une micro-CIV musculaire, vous appelez passer une abso. D'accord? Faut être cohérent et en fait, on dit abscie par rapport au spectre de la maladie qui est cette atrésie de la valve pulmonaire avec cette hypoplasie du ventricule droit. Donc, l'hypoplasie du ventricule droit est variable et c'est ça qui fait tout le pronostic de cette maladie. Souvent, très souvent, il y a aussi une chute tricuspide qui est de sévérité variable, voire un rétrécissement tricuspide. Et souvent, ces anomalies de tricuspide, si elles sont organiques, elles ont pu aussi contribuer à expliquer que la sténose valvulaire pulmonaire ou l'atrésie pulmonaire s'est développée. Parce qu'embryologiquement, s'il y a un problème sur la tricuspide et qu'il y a moins de débit qui passe par la paix, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup puisque ça réduit et ça peut potentiellement aussi avoir expliqué le fait que la valve pulmonaire va devenir sténotique, voire atrétique. Donc, il y a toujours aussi une espèce de discussion, quelle est la poule, quel est l'œuf? Est-ce que c'est l'atrésie qui conduit à l'hypoplasie du ventricule droit? Est-ce que c'est l'hypoplasie du ventricule droit qui conduit à l'atrésie? Parce qu'en fait, on voit en fœtal parfois qu'il y a des choses qui évoluent. On a une sténose pulmonaire critique, puis ensuite, ça devient atrétique. On a un ventricule droit qui est plutôt bien développé au début, et puis au fur et à mesure de la grossesse, on le voit devenir de plus en plus hypertrophié. Donc il y a un côté un petit peu, déjà dès la période anténatale, qui est un côté évolutif. Bien sûr, sans prise en charge, compte tenu de la ductodépendance, c'est pas viable, sauf si le canal reste ouvert tout seul. Et donc, c'est une malformation qui nécessite une prise en charge périnatale et dans les premières semaines de vie. Donc, c'est rarement associé à des anomalies génétiques avec cette théorie du flux, c'est-à-dire que l'anomalie anatomique va créer une diminution du flux sanguin VD et donc limiter sa croissance, soit par une valve de Sachi proéminente, soit par une valve tricuspide anormale. Et donc, le VD se développe moins et donc, du coup, la valve pulmonaire ça devient atrétique. Soit à l'inverse, c'est l'anomalie du développement c'est la valve pulmonaire qui devient atrétique et qui conditionne aussi le développement du ventricule droit. Et donc, ce qu'on dit, c'est que plus l'apsie est précoce dans le développement durant la vie fœtale, et bien proportionnellement, plus le VD sera hypoplasique. Même si à l'inverse, on voit aussi des apsies avec un VD qui devient de plus en plus hypoplasique au fur et à mesure de la grossesse. Donc, du coup, ce qui est intéressant dans la psy, c'est que finalement, pourquoi les artères pulmonaires restent de bonne taille? Parce que finalement, il y a tout le débit cardiaque qui va quand même revenir par le canal artériel. Donc, c'est une cardiopathie qui va être ductodépendante pour la perfusion pulmonaire, y compris durant la période fœtale. Et par contre, du coup, comme le canal artériel va être de la gauche vers la droite en anténatale, il va avoir une forme qui sera complètement inhabituelle, où il va naître plutôt de la concavité de l'aorte. Donc, on va avoir cette forme de canal, puisque le flux se fera gauche-droit en anténatale. On va avoir un canal artériel de forme inhabituelle, malformative, qui naît le plus souvent de la concavité de l'aorte. Et le flux va bien sûr du coup aller aussi préférentiellement par le FOP, faisant que le ventricule droit est un petit peu plus dilaté, le ventricule gauche va être un peu plus dilaté, recevant plus de débit, puisqu'il doit alimenter les artères pulmonaires, en particulier après la naissance. Donc, l'anatomie, globalement, sur l'orifice pulmonaire, on peut avoir deux types d'aspects. L'atrésie peut être membraneuse, ça sera la meilleure forme, on aura un plancher valvulaire imperforé, et ça, au caté, ça nous plaira bien parce qu'on ira perforer cet orifice pulmonaire. Soit on a des atrésies plutôt musculaires infundibulaires, et ça sera des mauvaises formes parce que ça, on n'aimera pas aller essayer de dilater à travers le muscle. Donc, voici sur le plan anat ce que donne une atrésie membraneuse. Donc, on a un tronc pulmonaire, on a une continuité, VDAP, le plancher valvulaire, on a même les cusps, simplement, c'est atrétique, c'est pas ouvert. Et donc là, c'est l'aspect royal pour la dilatation de la valve pulmonaire, pour la perforation et dilatation de la valve pulmonaire. C'est cet aspect-là que vous reverrez en échocardiographie, avec ici un infundibuum qui est bien développé, et l'aspect membraneux de la valve pulmonaire. De nouveau, voilà, on voit, et quand on regarde du côté pulmonaire, on voit ici que le tronc pulmonaire, lui, est bien développé, avec même les sinus qui sont présents. Toujours pareil, une atrésie membraneuse, cette fois-ci en vision dynamique, sur une coupe où on voit cet aspect membraneux avec imperforé. Alors, imperforé, parfois, en fait, on ne voit pas de passage en écho, mais il y a un micro-passage qui se voit au caté, ce qu'on appelle les quasi-apsies. Où on a un micro-passage VDAP, ce qui nous facilitera pour la dilatation, parce qu'on n'aura pas besoin d'aller perforer.
on passera un micro-guide coronaire à travers la valve pulmonaire pour aller dilater directement sans avoir besoin d'aller perforer la valve pulmonaire. Voici encore un aspect d'atrésie pulmonaire asymptomatique membraneuse avec des beaux sinus qu'on devine, mais absence de passage entérogramme. Et voici l'aspect que ça donne quand on fait le cathé, avec ici, vous voyez un ventricule droit qui était plutôt correctement développé, un bel infundibulum, une voie d'admission assez développée, une belle fuite tricuspide, on voit l'oreille droite qui est dilatée et un bon reflux, une belle fuite tricuspide, et par contre une chambre de remplissage qui était très musclée, quasiment peu opacifiée sur la fin. Donc c'était un VD qu'on va dire bipartite, fuite tricuspide importante, atrésie musculaire membraneuse. Hop, pourquoi ça ne tourne pas? Voilà. Donc ça, c'était le premier point qu'on décrit, c'est comment est la valve pulmonaire. Est-ce qu'elle est membraneuse, atrétique membraneuse, avec une micro-perforation ou pas? Est-ce que c'est une atrésie infundibulaire? La deuxième chose, c'est est-ce que le VD est anormal? C'est-à-dire que, est-ce que la cavité est virtuelle? Est-ce qu'il est tripartite, bipartite, unipartite? Donc, normalement, on a une partie il n'y a pas de continuité tricuspide AP. On a l'infundibulum pulmonaire, la chambre d'admission, le chambre de remplissage. Et donc, s'il y a ces trois parties qui sont développées, on va dire tripartite. Si ça, c'est très musclé, on va dire, s'il manque la chambre de remplissage, on va dire que c'est bipartite, ce qui est le plus fréquent. Et parfois, c'est unipartite, on n'a que la chambre d'admission, on n'a pas l'infundibulum, pas la partie remplissage. En sachant que le tripartite, ça reste fort heureusement le plus grand pourcentage de cas. Et que, en fait, ce degré de développement du ventricule droit, il est aussi proportionnel au degré de développement de la valve tricuspide. Et donc, en fait, l'anneau tricuspide est un très bon marqueur à mesurer. Et il faut mesurer le Z-score de la valve tricuspide. Et quand le Z-score est à plus de 2, généralement, c'est corrélé à un ventricule droit de bonne taille. Et voilà ce qu'on peut avoir sur un ventricule droit qui, cette fois-ci, était plutôt tripartite, avec une bonne voie d'admission, une chambre de remplissage qui est encore présente, même si elle est hypertrophiée, et puis un petit infundibulum qui est présent avec une atrésie plutôt membraneuse. Et à l'inverse, voici ce qu'on peut avoir de façon extrême sur un ventricule droit complètement hypoplasique, avec une cavité virtuelle réduite à une petite partie de l'admission, la valve tricuspide qui est quasiment virtuelle, pas d'obstacle, pas de développement de la chambre de remplissage et pas d'infundibulum. Donc là, on a une atrésie infundibulaire. Vous voyez, là, on ne voit pas de passage, il n'y a même pas de plancher membraneux, donc c'est une atrésie infundibulaire. Donc ça, c'est la forme extrême. Et entre ces deux formes extrêmes, on peut tout voir. Donc en cas de cavité, ça vous donne cet aspect-là avec un VD très hypertrophié. La cas de cavité permet de voir ici l'admission qui est présente et la chambre de remplissage qui est un petit peu présente dans ces cas de figure. On voit que la pression dans le ventricule droit est suprasystémique avec la courbure septale qui est inversée. Et puis, on va regarder ici en sous-costal courax. On voit du coup le ventricule droit ici plutôt assez distal, on est au niveau des piliers mitraux, donc on est plutôt assez distal dans le ventricule droit et là complètement comblé par du muscle. Donc, on n'a pas un VD qui était, en tout cas la chambre de remplissage qui était complètement comblée par du muscle. Voici un autre exemple avec une cavité de remplissage quasiment virtuel. On voit juste bien l'admission ici dans ce cas de figure. Et quand on a fait le cathé, on avait peut-être un tout petit infundibulum, mais c'était vraiment tout petit et juste l'admission qui était présente et la cavité de remplissage. Après, elle était juste opacifiée à travers la trabéculation du ventricule droit, mais c'était très très musclé et pas forcément d'aspect très très bon. Donc, on peut avoir toutes ces formes, VD tripartite avec les trois composants, VD bipartite avec l'apex comblé, VD unipartite avec l'apex et l'outlet comblé, atrésie infundibulaire, et apex, outlet et inlet comblé, il n'y a pas de VD, quoi. Donc, en fonction de si on est sur un VD tripartite, vous imaginez bien que du coup, on va plutôt partir sur une réparation biventriculaire, et à l'autre extrême, si on n'a pas de VD, on est sur un ventricule unique. Ça sera un ventricule unique fonctionnel lié à une atrésie pulmonaire asymptomatique avec l'hypoplasie du ventricule droit. Et donc, on aura un programme après qui sera comme pour les ventricules uniques. Donc, pour essayer de discriminer, et après, on a des formes intermédiaires où on va réparer 1,5 ventricule ou pas. Donc, pour essayer de discriminer entre est-ce que le ventricule droit va faire le travail, va pouvoir se développer. Globalement, on essaie de mesurer soit la surface du ventricule droit, soit aussi la taille de l'anneau tricuspide. Le plus souvent en pratique, on utilise surtout le Z-score de l'anneau tricuspide, mais il y a ce critère qui a aussi été publié dans la littérature sur la surface du ventricule droit.
Mais c'est jamais très facile parce que les trabéculations, pour bien délimiter quand on a plein de trabéculations, c'est jamais toujours très évident de faire ce critère. Et puis, on va surtout regarder la valve tricuspide avec son Z-score qui va être corrélé à la taille du ventricule droit et qui va être le bon marqueur pronostique. Donc, la valve tricuspide, elle peut être soit hypoplasique, soit dysplasique, avec même un rétrécissement tricuspide. Soit parfois, on peut même avoir un aspect epsteinoïde. Alors, c'est plus, dans ces cas-là, plus maladie d'Epstein avec atrésie pulmonaire. C'est souvent la valve tricuspide qui a été la cause de tout le reste. La valve tricuspide, donc sténosante ou fuyante, si elle fuit, on va souvent voir une dilatation majeure de l'oreille droite. Le Z-score de la valve tricuspide, je vous invite à le calculer par le site la Parameters Blogspot, parce que c'est corrélé à la taille du ventricule droit, en particulier avec le cutoff aux alentours de 2. Et puis, plus c'est petit, le Z-score de la tricuspide, plus c'est aussi corrélé au VD hypoplasique et à la présence de fistules coronaires, dont on va parler par la suite. Donc, on a parlé 1 de la valve pulmonaire, 2 du ventricule droit, 3 de la valve tricuspide. Ça, c'est quand il y a l'Epstein avec le déplacement apical, l'oblitération de l'apex et l'Epstein associé à l'atrésie pulmonaire. On peut avoir donc le déplacement mural. Et puis, ici, une fuite qui n'était pas extrêmement sévère, plutôt d'un VD sous pression à la droite de l'écran, et à l'inverse, une fuite torrentielle sur la gauche de l'écran. Et donc, la fuite tricuspide, c'est associé à un plus mauvais pronostic dans la psy, bien entendu. Mais par contre, ça a aussi la caractéristique, si on a un ventricule droit qui est relativement bien développé, de permettre que le ventricule droit soit préchargé et donc que le ventricule droit se développe. Donc, paradoxalement, ça peut aussi aider à aller vers une circulation biventriculaire, même si pour la prise en charge périnatale, ce n'est pas toujours le plus facile. Donc, plus la fuite est importante, plus la surface du ventricule droit est grande, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et donc, c'est intéressant finalement, quand il y a une petite fuite après avoir décomprimé un ventricule droit bipartite, et ben, ça va aider à aller vers une évolution vers une réparation à 2 ventricules. Et donc, une fuite tricuspide modérée à sévère est prédictive d'une réparation biventriculaire, même si c'est un marqueur pronostic, et notamment pour la difficulté au caté en période périnatale. Donc, on a parlé de valve tricuspide. Après, il faut parler bien sûr de l'oreille droite qui est dilatée proportionnellement à la fuite tricuspide et regarder le sens du shunt interatrial. Soit on a une vraie CIA, soit on a un FOP avec un shunt dans ces cas-là qui va être droit-gauche de façon obligatoire et parfois qui peut devenir restrictif avec le temps. Donc, le plus souvent, on s'oriente quand même vers des gestes de dilatation. On n'a pas besoin d'aller élargir le FOP, mais parfois, si on est plutôt une apsie qui va évoluer vers une cardiopathie univentriculaire, on peut être amené à avoir besoin d'élargir le FOP ou la CIA. Donc voici un exemple, notamment d'une apsie où il y avait un FOP qui était restrictif. Donc, l'arbre pulmonaire, en fait, il est de taille variable et c'est indépendant de la taille du ventricule droit. Généralement, ce n'est pas le problème dans les apsies, c'est souvent plutôt de belles formes. Même si la perfusion pulmonaire est ductodépendante durant la période fœtale et en postnatale. Donc, contrairement à… Donc voilà, c'est ce canal un peu de type malformatif qui naît de la concavité de l'aorte et qui vient alimenter les artères pulmonaires. Et un point très important, j'insiste sur les coronaires dans cette cardiopathie congénitale. Parce qu'en fait, on a des fistules coronaires qui peuvent se développer entre le ventricule droit et les coronaires. Normalement, vous savez que les coronaires, je pense que vous l'avez vu, peut-être qu'il y a eu un point dédié ou sur embryo, mais c'est des sinusoïdes myocardiques qui deviennent confluents et les coronaires sont centripètes des ventricules et vont vers les gros vaisseaux, vers l'aorte. Avec le conus sous-pulmonaire qui est répulsif et qui fait que ça va plutôt vers l'aorte. Normalement, mais parfois, à cause des anomalies de développement du ventricule droit, très hypertrophié, etc., et bien en fait, ce processus n'est pas complet et ça peut aller, alors soit il est complet, soit il est complet avec un bon développement des coronaires, mais il persiste des fistules entre les coronaires et le ventricule droit, soit il est incomplet, c'est-à-dire que les coronaires peuvent être sténosés ou atrétiques à leur origine et à leur implantation sur l'aorte ou de façon proximale. Et donc, dans ces cas-là, si on a des coronaires qui sont sténosés ou atrétiques à leur origine ou à leur implantation sur l'aorte, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que la circulation coronaire, elle va être dépendante de la pression qui règne dans le ventricule droit. Et c'est ça qu'on va appeler la circulation VD dépendante.
Et ça, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a une contre-indication formelle à faire une décompression du ventricule droit, c'est-à-dire aller perforer la valve pulmonaire ou faire une ouverture chirurgicale, parce que quand on va baisser la pression dans le ventricule droit, eh bien, on va baisser la pression de perfusion coronaire et on va avoir un infarctus et une mort subite. Et donc ça, c'est un point très important lorsqu'on voit des anomalies. D'abord, rechercher les anomalies coronaires dans la psy. Est-ce qu'il y a des fistules? Et deuxième point, s'il y a des fistules, est-ce que la circulation coronaire est dépendante du ventricule droit? Et après, on peut avoir des circulations qui sont mixtes avec en systole un flux qui se fait de la fistule vers les coronaires et en diastole un flux qui se fait de l'aorte vers les coronaires. Donc ça, on peut aussi avoir et ça veut dire dans ces cas-là, c'est pas forcément VD dépendante, c'est une double alimentation. On parlera de circulation VD dépendante lorsqu'il y a une sténose ou une atrésie à l'origine des coronaires qui fait que la circulation dans le coronaire ne se fait que par le VD. Donc, c'est la persistance des lacunes vasculaires embryonnaires qui crée ces fistules. Si les fistules présentent risque de sténose proximale des coronaires, et donc contre-indication à la décompression du ventricule droit, coronaire perfusé par le VD, avec en plus du sang désoxygéné, ce qui n'aide pas pour la fonction du ventricule droit. Voici un exemple d'une atrésie de l'origine de la coronaire droite suite sur une abscie. On voit un aspect pinpoint ici. Ici, il n'y a pas de tronc commun, il y a l'aorte, mais il n'y a pas de tronc commun avec des coronaires qui naissent, qui sont uniquement vascularisés par des sinusoïdes. Ici, des grosses fistules sinusoïdales entre l'IVA et le ventricule droit, avec en plus une coronaire droite qui était complètement atrétique à son origine. Ici, d'autres exemples anatomiques de ce qu'on peut voir avec des grosses fistules. Et puis après, on va voir quelques images ici, scanner, sur une grosse fistule, et puis sur des images écho. En fait, ici, vous voyez une grosse fistule. Ici, à côté, avec le flux qui va dans le ventricule droit. Et en fait, dans cette fistule, on avait un flux systolique du VD vers l'aorte en systole, VD coronaire, et puis en diastole, de la coronaire vers le VD en diastole. Donc, on avait un double flux au cours du temps dans cette fistule coronaire. Ce n'était pas une circulation coronaire VD dépendante parce qu'il n'y avait pas de sténose à l'origine. Au contraire, on avait même des coronaires qui étaient très dilatés à leur origine et il y avait à la fois des fistules du côté droit et du côté gauche. Je pense que vous voyez ce que ça donnait sur le scanner avec de multiples fistules ici qui venaient se jeter dans le ventricule droit. Et avec du coup une double alimentation des coronaires, à la fois par l'aorte et les coronaires à l'origine qui étaient dilatés et par le VD. Mais ce n'était pas une circulation strictement VD dépendante à proprement parler, puisqu'il n'y avait pas d'anomalie ostiale des artères coronaires. Alors, normalement, sur les sténoses valvulaires pulmonaires, on ne voit jamais de fistule coronaire, sauf il n'y a jamais de jamais en cardiopédiatrie et congénitale. Et en fait, ici, c'était un case report assez exceptionnel qu'on avait vu d'un enfant qui avait une sténose supravalvulaire pulmonaire. La valve pulmonaire est là, supravalvulaire, des petites branches. Et en fait, il avait ici cette volumineuse fistule avec l'aorte et on voit les coronaires qui naissent. Et donc, il y avait une fistule coronaire aussi assez spectaculaire sur ce patient-là, avec ici en dynamique, l'AP ici avec les deux artères pulmonaires, et ici la coronaire, avec, on voit l'IVA et son complexe, le tronc commun et l'alimentation de l'aorte. Donc, par le VD, on a pacifié l'aorte. Et quand on injecte l'aorte, on revoit la fistule qui vient se jeter aussi dans le ventricule droit. Et la coronaire droite, il y avait aussi des fistules. On voit il y a deux fistules qui naissaient aussi la coronaire droite qui était moins dilatée, mais il y avait aussi des petites fistules pour la circulation distale. Donc, les fistules coronaires, c'est relativement fréquent, en particulier dans les formes les plus sévères d'abscie. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur ces fistules coronaires parce que ça a un impact pronostic et dans la prise en charge majeure. Et donc, c'est proportionnel au degré de sévérité d'hypoplasie du ventricule droit. Comme vous pouvez le voir dans cette étude, et habituellement, quand on a un VD bien développé avec un Z-score qui a plus de -2, -1, et bien à ce moment-là, on n'a pas de circulation coronaire dépendante habituellement. C'est plus dans les formes vraiment très sévères. Et donc, exemple de forme sévère, on avait une abscie hypoplasique, le VD était quasiment tout petit anneau, le VD était quasiment alimenté que par les fistules,
comme vous allez le voir. Et en fait, ici, de tout ça, c'était à la fois la coronaire droite et ça, c'était la coronaire gauche. C'est l'image angiographique et à 1 an après la DCPP de l'enfant que je vous ai montré initialement sur son scanner. Et en fait, cet enfant, initialement, avait été mis en palliatif parce qu'il n'y avait pas un Blalox, ça paraissait pas raisonnable parce que ça allait faire baisser la pression aortique et on risquait de diminuer la perfusion coronaire, donc d'avoir aussi un accident post-op. Et finalement, il avait gardé un canal artériel ouvert spontanément parce que c'est un canal malformatif et sur la cyanose. Et donc, en fait, il a pu survivre de façon spontanée jusqu'à la dérivation cavo-pulmonaire. Et donc, il a eu ensuite la cavo-pulmonaire et récemment, il a eu la cavo-pulmonaire totale. Et donc, bien sûr, le problème des coronaires impacte la survie chez ces patients-là, y compris après Fontan. C'est des patients qui font des morts subites parce qu'ils ont des lésions à tout âge lorsqu'on a des fistules coronaires. Donc, c'est toujours des cardiopathies qui sont extrêmement complexes à prendre en charge quand il y a les fistules coronaires. Si on revient un peu sur la physiopathologie, on en a parlé un petit peu au fur et à mesure, mais globalement, quand il n'y a pas de flux antérograde vers les AP, et ben forcément, on a ce qu'on appelle une ductodépendance pour la perfusion pulmonaire. Ça, c'est un mot-clé important dans la psy. Puisqu'on a une saturation dans l'AP puisque le flux provient exclusivement de la saturation dans l'aorte, du flux dans l'aorte, donc on a une saturation dans l'AP qui est égale à la saturation dans l'aorte, donc on est sur une cardiopathie à 100 mélangée. Et vous avez vu la formule simplifiée, si théoriquement, si on veut calculer le QPQS, ben on fait 30 sur 100 si on considère que la saturation et l'hématose et la saturation dans les veines pulmonaires est normale, moins la saturation dans l'aorte. Donc finalement, quand on a une APSI à 70% de SAT, on a un QPQS à 1. Donc c'est bien, c'est équilibré. Donc, vous voyez, donc sur une APSI en période néonatale, il ne faut pas s'inquiéter. Si vous mettez de la prostine et qu'elle se retrouve à 85 ou 90% de SAT, attention, sachez qu'elle est en hyperdébit pulmonaire avec un QPQS à 2 ou 3 sur 1 si on est à 90. Donc soyez vigilants, ça veut dire qu'au contraire, on va plutôt se mettre en surcharge. Donc paradoxalement, il faut se rappeler qu'on manage le canal et donc si on a une SAT qui est très élevée sur une APSI, eh bien, ça veut dire qu'on est en hyperdébit pulmonaire. Ce n'est pas parce qu'on a une atrésie pulmonaire qu'on ne peut pas être en hyperdébit pulmonaire du fait de la perfusion par le canal. Donc ça, c'est important et vous pourrez avoir des exercices sur la saturation, sur le rôle, sur le calcul du PQS dans les APSI à l'examen. La CIA, bien sûr, elle change droite-gauche. Si c'est restrictif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, diminution du débit, gros foie. Et donc, du coup, cette cardiopathie fait partie des cardiopathies avec cyanose néonatale. On peut avoir un souffle qui sera lié soit au souffle de l'IT, soit éventuellement au souffle continu du canal artériel. Mais comme il y a une APSI, comme il y a une atrésie pulmonaire, il n'y a pas de souffle de sténose valvulaire. Donc, si on résume, l'hypoplasie ventriculaire est variable avec des circuits de substitution. Si la valve tricuspide est trop petite, eh ben, parfois, en fait, quand il y a des fistules, c'est par le flux des fistules coronaires que se fait le remplissage du ventricule droit. Donc, on peut avoir des flux qui se font un peu de façon inhabituelle. Petit canal artériel égale cyanose, petit FOP égale gros foie, si on veut résumer en synthèse le rôle des chantes. Donc la valve tricuspide, quelques TOF, il y avait comme ça, on avait essayé de regarder, enfin il a été essayé de regarder en reprenant différentes institutions la tendance en fonction du Z-score de la valve tricuspide, quelle avait été la tendance de prise en charge. Donc globalement, quand on voit que on a un VD très hypoplasique avec un anneau tricuspide aux alentours de -4, -5, soit ils sont décédés et soit ils ont eu des prises en charge univentriculaires. Lorsqu'on a un Z-score qui est au-delà de -2, -2, -1, 0, bon, bah là, on est très clairement de plus en plus sur du biventriculaire. Et après, entre les deux, on a des formes intermédiaires où on va soit avoir, ça dépend des autres anomalies, soit on va avoir plutôt des circulations univentriculaires, biventriculaires ou à 1,5 ventricule, c'est-à-dire avec juste une dérivation cavo-pulmonaire partielle de la veine cave sup sur une artère pulmonaire droite et le flux du petit ventricule qui va pour faire l'artère pulmonaire gauche, même si ça reste connecté. Donc c'est ça ce qu'on appelle la réparation à 1,5 ventricule. D'autres travaux, toujours que je vous cite, qui avaient essayé de travailler sur ce management des APSI, vérifier qu'on n'a pas de fistule coronaire.
d'aller pas de 1,5 ventricule ou de biventriculaire si on a un anneau tricuspide à moins de 3 Z-score. Et puis, par contre, si on est à plus de moins 3 Z-score, eh bien, c'est plutôt les tendances un peu plus modernes. Maintenant, c'est d'aller vraiment sur une décompression agressive du ventricule droit pour essayer de le faire grandir, pour le fait d'avoir être à basse pression pour lui permettre de se démuscler et de grandir. Le fait de perforer et d'ouvrir la voie, de décomprimer le ventricule droit va permettre d'avoir une fuite pulmonaire qui va faire grandir le ventricule droit. Tout ça, pour à terme, pourra permettre d'aller vers le biventriculaire. Et donc, dans l'intervalle, si au départ, on n'a pas assez de flux par le ventricule droit, eh bien, on commencera par faire la décompression percutanée ou chirurgicale, et puis éventuellement, on mettra un shunt en plus, c'est-à-dire soit un Blalock, soit un stenting du canal, pour alimenter un petit peu plus les artères pulmonaires si le débit à travers le ventricule droit n'est pas suffisant. Donc, dans les principes de prise en charge, prostaglandine au départ, plus ou moins rachline assez rarement si la CIA est restrictive. Les options thérapeutiques vont dépendre de la taille du ventricule droit, de la taille de la valve tricuspide et des coronaires. Et donc, on va aller, si le ventricule droit est de bonne taille, qu'il n'y a pas de fistule coronaire et que l'anneau tricuspide est de bonne taille, on va aller, et qu'on a une atrésie membraneuse, on va aller au caté vers une perforation du plancher valvulaire avec perforation par radiofréquence, puis dilatation, comme pour la sténose valvulaire pulmonaire. Et puis après, on va voir ce que ça donne. Et si le ventricule droit ne fait pas suffisamment le travail, on mettra un complément par un stenting du canal et ou un Blalock. Et puis, la chirurgie a aussi sa place si en fait on a persistance d'un obstacle infundibulaire musculaire qui ne pourra pas être levé par le cathétérisme pour faire une valvuloctomie ou une ouverture VDAP, éventuellement pour faire le shunt, si la forme du canal ne se prête pas bien à un stenting, donc on fera éventuellement le shunt, le Blalock, et on ira ensuite secondairement, éventuellement, si on part sur 1,5 ventricule sur la DCPP et plus ou moins une totalisation à terme. Donc, c'est un petit peu tout le parcours. Donc, les abscisses, c'est quand même un parcours qui n'est pas tout rose, avec, en fonction du ventricule droit, un spectre de parcours qui est très large, qui peut aller d'une prise en charge en biventriculaire avec simple perforation dilatation de la valve, s'il y a un bon VD, ressemblant fortement à ce qu'on pourrait proposer pour une prise en charge d'une sténose valvulaire pulmonaire, avec à l'autre bout du spectre une prise en charge type ventricule unique, Blalock, dérivation cavo-pulmonaire partielle, dérivation cavo-pulmonaire totale, et les problématiques liées au ventricule unique à l'âge adulte. Toujours pareil, si on essaie de résumer la prise en charge, tripartite, on ira vers 2 ventricules avec la perforation et une prise en charge qui ressemble à la sténose valvulaire pulmonaire. Bipartite, on va essayer de travailler pour recruter et d'arriver à faire grandir le ventricule droit. Si ça ne suffit pas, il faudra aller vers du 1,5 ventricule. Et globalement, unipartite, croupion, on ira vers du 1 ventricule. Et s'il y a des anomalies coronaires, c'est vraiment au cas par cas en fonction des anomalies coronaires. Si on résume ça sous la forme d'un autre algorithme de prise en charge, APSI, soit on abandonne le ventricule droit et on fera une perfusion pulmonaire, soit par un shunt, soit par un stenting du canal, soit le canal artériel qui reste ouvert tout seul. Puis ensuite, on ira à la DCPP et à la DCPT. Soit on part dans une stratégie agressive de décompression du ventricule droit lorsque le Z-score de la tricuspide est favorable. Donc là, ça veut dire qu'on fera soit une perforation valvulaire par caté ou, si ce n'est pas suffisant, une valvulectomie chirurgicale ou une ouverture VDAP chirurgicale. En fonction du débit pulmonaire, si on a un bon débit, on attendra et puis on ira ensuite, ça sera du biventriculaire. Si on a un débit cardiaque insuffisant, il faudra compléter, mettre un Blalock ou stenter le canal et par la suite on réévalue à 6 mois. Si le ventricule droit a bien grandi entre le moment où le Blalock a été mis et les premiers mois de vie, et bien à ce moment on pourra repartir sur du biventriculaire sans avoir besoin d'aller faire une dérivation cavo-pulmonaire. Si le ventricule droit reste relativement hypoplasique, on ira vers une dérivation cavo-pulmonaire à 1,5 ventricule. Et si en fait on a un ventricule droit qui a bien grandi en biventriculaire, mais que le canal ou le Blalock maintenant débite trop et a un effet délétère, et bien il nous arrivera occasionnellement d'aller boucher le canal, le stent dans le canal, ou d'aller boucher le Blalock. Et à terme, parfois, il garde la CIA droite-gauche parce que le VD n'est pas très compliant. Et donc, parfois, il arrive aussi qu'on aille par caté leur fermer la CIA. Donc, c'est ce qu'on va voir après sur quelques exemples ici après. Donc, ici, l'atrésie pulmonaire membraneuse. On essaye de passer le guide, ça ne passe pas. Ah, finalement, si, il y avait un petit passage sur celui-là, on ne voyait pas, mais c'était une quasi-absie.
Donc ça, c'est la fameuse quasi-apsie. On a réussi à passer le petit guide. On ne voyait vraiment rien en écho ou en KT, mais finalement, on a travaillé le petit guide, on a réussi à passer. Et à ce moment-là, on fait la dilatation classique comme tout à l'heure. Ça sera un très bon résultat. Et puis, sinon, on a la perforation. Avec la perforation, on va aller par radiofréquence, perforer ici la valve pulmonaire. Donc, c'est toujours un geste un peu plus dangereux parce qu'il faut vraiment perforer sur la valve, pas à côté. Sinon, on a tamponnade et décès, ou hémorragie pulmonaire et décès. Donc, c'est vraiment un geste sur lequel il faut être extrêmement minutieux, prendre son temps. Et l'intérêt du cathé biplan est utile pour bien se positionner au bon endroit en 3D. On va faire le passage avec un petit ballonnet, puis on va dilater de façon un peu plus large après. Et puis voilà. La fuite, ça, vous regarderez, mais il n'y a rien de plus. Et ce qui peut parfois se voir, c'est qu'on peut être ennuyé, même malgré la dilatation, sur la persistance d'un obstacle un peu infundibulaire, comme ici, sur ce cas-là. Et là, quand on a la persistance d'un obstacle musculaire infundibulaire, à ce moment-là, il faut compléter par une ouverture VDAP chirurgicale pour aider à bien décomprimer le ventricule droit et lui donner sa chance de grandir. Si le ventricule droit n'est pas décomprimé, il ne va pas se démuscler et il ne va pas grandir. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une décompression qui soit vraiment agressive du ventricule droit. Donc un autre exemple où il restait un obstacle ici infundibulaire qu'il a fallu aller ensuite traiter. Stent du canal, vous voyez l'exemple pour aller alimenter en complément après l'ouverture VDAP. Donc c'est le flux classique, là, le canal qui déborde un peu dans la paix. Et puis après, sinon l'autre option étant le Blalock. 1,5 ripère, on avait un ventricule droit qui était biplasique, il persistait d'ailleurs un obstacle qui n'a pas été forcément extrêmement bien levé ici, là, sur l'infundibulum, un ventricule droit qui est resté musclé. Chez lui, c'est fait une ouverture VDAP chirurgicale plus une dérivation cavo-pulmonaire partielle parce que la chambre travéculée était restée très peu développée. Si on regarde, on avait regardé il y a quelques années le devenir de tous les patients qui étaient passés par le KT à Marignane pour une sténose valvulaire pulmonaire ou une apsie. Déjà, il y avait un certain nombre qui n'avaient pas eu forcément un succès de procédure en particulier. Alors ça, c'était sur 30 ans d'historique. Hein. Donc, il y avait les problématiques au départ de comment on arrive à perforer la valve pulmonaire. Et puis, il y avait eu des échecs, des complications de la procédure initiale. Et puis après, tous ceux qui avaient eu un succès de dilatation ou perforation valvulaire pulmonaire, eh bien, on voyait qu'on avait une prise en charge qui était quand même assez variable. Certains étaient passés par le Blalock complémentaire. Et parmi ceux qui avaient le Blalock, certains avaient eu la dérivation cavo-pulmonaire. D'autres avaient bien évolué, on avait bouché le Blalock. D'autres ont eu besoin par la suite, malgré ouverture au Blalock, d'avoir derrière une valvulectomie chirurgicale. Et enfin, après ceux qui ont eu le Blalock, etc., ou la valve pulmonaire, ils ont eu une grosse fuite pulmonaire. Et un jour, ils auront besoin d'un remplacement valvulaire pulmonaire. Parfois, il y a eu besoin d'aller fermer la CIA. Vous voyez, en fait, il y a quand même un spectre qu'on peut avoir besoin de faire beaucoup de choses. Et c'est ça qui rend difficile la discussion anténatale sur ces types de malformations parce qu'on a quand même un spectre des possibles qui est relativement large et qui va quand même être hautement dépendant du degré d'hypoplasie du ventricule droit. Voici un exemple d'une apsie qu'on avait revalvulée. C'était une apsie avec une voie native, donc jamais opérée. Donc c'est pour ça que vous voyez que la voie pulmonaire était extrêmement souple et stable. Il n'y a pas du tout d'adhérence. Donc on avait dans un premier temps, en plus un anneau large. Donc on a dans un premier temps pré-stenté la valve pulmonaire. Et puis dans un deuxième temps, on a été amené une grosse gaine pour pouvoir déployer une valve Sapien 3 numéro 29. Maintenant, pour aller chercher sur ces voies larges, on a d'autres types de valves qui pourraient être utilisées, comme les valves Vénus, qui sont des valves auto-expansives et qui peuvent aller chercher jusqu'à des diamètres de 36. Et je pense que sur ces voies natives d'APSI, ça sera une bonne indication sur ces nouvelles valves pulmonaires qui sont désormais disponibles dans nos centres. Voici le résultat final qui était tout à fait satisfaisant, une petite fuite intra. Mais il a évalué, vous avez vu comment le stent est raccourci, il a vraiment fallu bien dilater pour arriver à être au bon diamètre de la valve pulmonaire, le risque étant que la valve ne tienne pas. Voilà en quelques mots la psy. Gros morceau, hein, pas facile, une cardiopathie pas simple mais passionnante et qu'il faut vraiment bien connaître pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de la prise en charge d'une apsie. Pareil, de nouveau, on va bloquer, on va faire un petit peu de discussion.
Je vais même arrêter le partage. Alors, tac, 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 les questions. Voilà. Donc, en présence de fistule coronaire, la décompression du VD est contre-indiquée si le flux est exclusivement rétrograde sur les coronaires. Oui, en particulier. Il y a une place pour la dilatation percutionnée par radiofréquence, c'est directement le stenting du canal dans le même temps. Ouais, ça peut. C'est une bonne question. Ça se fait, bien sûr. Quand on a un ventricule droit qui est bipartite, on a le sentiment qu'il ne va pas faire le job. Il y a certaines équipes qui proposent de faire la perforation de la valve pulmonaire et puis le stenting du canal dans le même temps. Donc ça, c'est à l'appréciation du ventricule droit. Nous, ce qu'on aime bien faire aussi quand même, surtout quand ces ventricules droits sont un peu limites, c'est de faire la perforation et après de se donner du temps, parfois 1 semaine, 2 semaines, et de voir si vraiment le ventricule droit enfin, si la circulation est vraiment encore ductodépendante. Est-ce qu'on a besoin encore du canal ou pas? Et on essaie de sevrer progressivement la prostine, de faire baisser, de voir le ventricule droit, de voir ce que ça donne. Et on a souvenir comme ça d'un malade, mais qu'on avait gardé pas mal de temps, mais qu'on avait gardé au moins 3 semaines. Et en fait, finalement, progressivement, il avait démusclé son ventricule droit après le cathé, et on avait pu passer avec un peu de prostine et un peu de patience en post-op. On avait pu éviter d'aller au Blalock ou au stenting du canal. Donc, c'est quand même un message, ça, sur certaines formes un peu borderline, sur lesquelles on peut inciter à la patience pour essayer de voir si simplement en donnant un petit peu de temps et en gardant un peu de prostine, en attendant petit à petit, si on ne peut pas passer sans avoir besoin d'un stenting du canal ou autre. Le stenting du canal tient aussi longtemps qu'un Blalock. Ça va être le débat. Donc, il y en a qui vont dire qu'un Blalock, ça tient mieux, plus longtemps, mais il y a une iatrogénie au Blalock qui est pas la même aussi. Donc, c'est un geste chirurgical qui n'est pas forcément, qui est pas difficile techniquement, mais qui n'est pas forcément simple sur le plan réanimatoire. Le stenting du canal, c'est pas non plus forcément très simple, en particulier lorsque le canal est tortueux, etc. Et puis, effectivement, il peut y avoir des phénomènes de reprolifération intrastent. Mais globalement, les études avec les deux sont satisfaisantes et il y a des études sur le stenting du canal de façon relativement récente. Il y a Zakaria et Estibalis qui avaient coordonné une étude un peu avec différents centres qui montrent des résultats qui semblent tout à fait intéressants sur le stenting du canal. Donc ça, c'est un peu libre à l'expérience de chacun et à l'anatomie du canal et à la particularité du patient. Vous n'avez pas parlé des bêta-bloquants. Ouais, je ne vais pas parler des bêta-bloquants. Ça peut être un petit truc en plus qui peut aider effectivement pour aider à la relaxation du ventricule droit, aider un peu au remplissage, etc., pour aider au fait qu'il se démuscle, en particulier lorsqu'il y a un obstacle résiduel qui peut être musculaire, dynamique. Donc, effectivement, il peut y avoir une petite place pour les bêta-bloquants en complément dans la prise en charge, soit de la sténose pulmonaire, soit de la psy. Alors, le plus souvent sur la sténose pulmonaire ou la psy, en fait, on voit une réaction infundibulaire juste après la dilatation, et c'est plus des patients qui ont besoin d'avoir un remplissage au moment du cathé pour être bien rempli lorsqu'on va réouvrir tout le débit vers la queue. Et en fait, l'obstacle infundibulaire, il est un peu dynamique et on a besoin de bien remplir pour bien ouvrir l'infundibulaire. Juste, j'ai encore une question à propos des fistules coronaires. Si on a la présence d'une fistule, échographiquement, on ne pourra jamais affirmer qu'elle n'est pas VD dépendante, non? Ce sera au cathé. Alors, oui, bien sûr. L'imagerie complémentaire est importante lorsqu'on a des fistules. Il faudra de l'imagerie complémentaire, scanner, cathé, pas hésiter à les multiplier. Oui, ça, tout à fait. Pour effectivement bien affirmer, voir comment sont les coronaires, en particulier à leur origine et sur leur trajet, parce que je vous ai cité le cas plus fréquent où on a les sténoses et l'atrésie ostiale, mais parfois on a des parties proximales qui sont dilatées, voire un coussin mocaïque, puis une sténose qui se fait à la jonction en fait où le flux est concurrentiel entre une partie qui est amenée par le ventricule droit et l'autre partie qui est amenée par la coronaire. Donc là, la coronaire ayant une double alimentation, elle peut avoir une sténose un peu plus distale. Donc oui, s'il y a en écho, on verra très bien le flux des fistules. Donc ça va être un bon examen de dépistage de la fistule pour dire attention, tiens, il y a des fistules. Donc ça, il faudra vraiment bien regarder en écho. Et après, on va être assez agressif sur les imageries complémentaires, scanner, cathé, pour bien documenter comment se fait la circulation coronaire. Tout à fait.
Et donc, le rôle en écho, ça va être surtout effectivement d'affirmer la présence de la fistule et puis de regarder un peu comment sont les ostias, si on les voit, s'ils sont plutôt dilatés, et puis bien sûr après d'orienter vers une imagerie complémentaire. Je vois une question sur le chat sur qu'est-ce que c'est la réparation à 1,5 du ventricule droit. Je suis désolé si je n'ai pas été clair, mais on va le reprendre du coup. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a hypoplasie complète du ventricule droit, on n'a pas de ventricule droit, donc là on fait une réparation à un ventricule. Donc on va faire une réparation univentriculaire, enfin on ne fait pas une réparation d'ailleurs, on convertit en circulation univentriculaire avec un programme de dérivation cavo-pulmonaire supérieure et de dérivation cavo-pulmonaire totale par la suite. Et ce sera une circulation univentriculaire avec l'anomalie anatomique étant une atrésie pulmonaire à septum intact avec hypoplasie du ventricule droit et donc ventricule unique de type gauche fonctionnel. Ça, c'est l'évolution à un ventricule. Ensuite, à l'inverse, si on a un ventricule droit qui s'est bien développé, tripartite, on va dilater la valve pulmonaire, et puis après, le ventricule droit se développe, il y a la valve pulmonaire, et donc tout le débit se fait, on peut même fermer la CIA, et donc on va rétablir une circulation en série, et donc tout le débit cardiaque passera de l'oreille droite au ventricule droit aux artères pulmonaires, et reviendra par les veines pulmonaires au ventricule gauche à l'aorte, et donc on aura une circulation à terme à 2 ventricules. Une circulation en série à 2 ventricules. Et ça, c'est le cas le plus favorable, c'est ce qu'on espère tous pour ces patients. Entre les deux, il arrive parfois que le ventricule droit soit suffisamment bien développé pour être utile et pouvoir assurer une partie du débit cardiaque, mais ne soit pas suffisamment développé pour pouvoir accommoder, recevoir et gérer l'intégralité du débit cardiaque. Donc, dans ces cas-là, on va lui demander moins de travail, et on va dériver la veine cave supérieure vers l'artère pulmonaire droite. Donc, on va faire une dérivation cavo-pulmonaire partielle. Et donc, tout le flux veine cave sup, qui représente chez les grands enfants adultes un tiers du débit, va se retrouver dérivé directement vers les artères pulmonaires. Et donc, le ventricule droit n'aura qu'à gérer que la partie du flux qui vient de la veine cave inférieure, donc qui représentera à peu près 2 tiers du débit cardiaque. Et donc, dans ces cas-là, en fait, on a une circulation complémentaire pulmonaire avec une partie qui est directe par la veine cave sup sur l'artère pulmonaire droite et une partie qui vient du ventricule droit qui alimente les 2 artères pulmonaires. Et donc, c'est ça qu'on va appeler la réparation à 1,5 ventricule, c'est-à-dire qu'on a le ventricule gauche de façon complète et on a une moitié de ventricule droit, entre guillemets, qui va servir pour faire une partie du débit. Et comme ça restera un peu pulsé, on considère que c'est un peu meilleur pour la pulsatilité du flux dans les artères pulmonaires plutôt que d'avoir un fontan complet. Donc ça, c'est bon. Sofiane, après décompression ventriculaire droite, y a-t-il un risque d'œdème de reperfusion? Ou bien ce risque est-il moindre du fait de la ductodépendance? Oui, comme il y a le canal qui est ouvert et qui alimente la voie pulmonaire, donc en fait déjà la circulation, les poumons sont déjà bien perfusés par la ductodépendance et donc ils sont déjà bien irrigués. Et souvent avec la procine, ils ont déjà une saturation qui va te permettre de savoir quel est le degré de vascularisation pulmonaire. Si tu as une saturation, comme on disait, à 85%, ça veut dire que globalement, tu as un QPQS à 2/1, donc ça veut dire qu'il est déjà en hyperdébit pulmonaire. Donc, tu ne vas pas vraiment te retrouver avec un œdème de reperfusion. Ce qui est sûr, c'est que tu vas rétablir à la fois un flux antérograde et après le flux par le canal artériel. Donc là, oui, il risque de se retrouver pas vraiment en œdème de reperfusion, mais plutôt en œdème en hypervascularisation pulmonaire, en hyperdébit pulmonaire. Et à ce moment-là, il faudra aller vers la fermeture du canal dans les formes très favorables. Et donc, on arrêtera la poicine assez rapidement et on va voir ce que ça donne à la fermeture du canal. Mais c'est assez inhabituel qu'on ait vraiment un œdème de reperfusion après ou en tout cas une hyperperfusion pulmonaire symptomatique après. Est-ce que dans le cadre de fistules coronaires, il y a un surrisque de mortalité coronaire? Et est-ce que, par exemple, dans les fistules que vous nous avez montrées où la coronaire droite est très dilatée, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre un traitement anti-agrégant plaquettaire ou un traitement anticoagulant pour ces patients? Le surrisque de mortalité sur les fistules, oui, à tout âge.
ils font des morts subites. Après, les mécanismes, notamment à l'effort. Après, est-ce qu'il y a besoin d'aller mettre des antiagréants ou des anticoagulants? C'est pas clair. On le fait habituellement pas en routine. Pourquoi? Parce que c'est pas tout à fait comme des anévrismes sur des Kawasaki ou d'autres trucs où en fait, tu as un flux qui stagne et qui roule. Là, en fait, c'est un flux, notamment dans celle que je t'ai montré, il y avait une dilatation parce qu'il y avait une augmentation du flux et qu'il y avait un espèce de flux de lavage aller-retour entre le ventricule droit et l'aorte. Et donc, en fait, la coronaire, elle est bien lavée, quoi. Néanmoins, il est vrai que parfois, on voit aussi, en particulier quand on finit avec une cavité virtuelle tricuspide, on peut se retrouver avec du caillot dedans. Donc, il arrive effectivement qu'il y ait besoin de mettre en place un traitement anticoagulant avec des espèces de gros caillots qui se mettent dans le ventricule droit hypoplasique. Mais je dirais plus que c'est du management au cas par cas et pas une attitude de façon systématique. Il n'y a pas d'attitude systématique quant à la prise en charge des fistules coronaires. Ça dépend de leur taille et de leur… Non, c'est vraiment très individualisé sur cette approche parce qu'on peut vraiment tout voir et c'est vraiment dépendant de l'anatomie. En tout cas, à votre niveau, parce que je veux dire, dans le DU, ce qu'on attend de vous, c'est de savoir penser que dans la psy, il y a des problèmes de coronaire, que ça a un impact pronostic, de savoir les dépister en échographie, de savoir qu'il y a un surrisque de mortalité lié à ça et potentiellement une circulation VD dépendante, mais absolument pas de savoir manager les anomalies coronaires. Ok, merci beaucoup. Où ce sera vraiment du cas par cas et de l'avis d'experts et des écoles et de chaque truc. Il y a certains centres, tu vois, enfin, les prises en charge, il y a certains centres qui sont assez agressifs, qui essayent de les lier chirurgicalement pour ensuite pouvoir faciliter des prises en charge, etc. Il y a d'autres centres qui ne touchent pas parce qu'on ne veut pas prendre le risque opératoire sur ce type de interventionnel, sur ce type de fistule. Donc, ça, c'est vraiment des discussions d'experts dans chaque centre. Et qui ne seront peut-être pas, d'ailleurs, qui ne seront pas toujours consensuels. Vu la perfusion gauche-droite fétale par le canal artériel, y a-t-il un risque d'hypoplasie de l'aorte post-ismique? Non. Non, parce qu'en fait, le débit dans l'aorte post-ismique est le même. En fait, la perfusion pulmonaire, c'est à peu près 10% du débit cardiaque fétal. Et donc, en fait, la seule chose, c'est que ces 10% du débit cardiaque fétal, ils ne viennent plus du ventricule droit par la valve pulmonaire, ils viennent de l'aorte par le canal. Donc, en fait, on a un plus gros canal, mais avec plus de débit qui passe dedans, mais il n'y a pas un débit systémique qui sera diminué. Donc, il n'y a pas de risque d'hypoplasie de l'aorte post-ismique. Et le canal, juste pour rappeler, il aura cette forme inhabituelle avec une descente de la concavité de l'aorte, comme on voit dans les cardiopathies qui sont ductodépendantes par la perfusion pulmonaire, y compris dans la vie fétale. D'autres questions sur la psy? Je pense qu'on a bien fait le tour. Sur le plan physiopathe, la psy est considérée comme une cardiopathie à sang mélangé, bien qu'il y ait un shunt droit-gauche obligatoire à l'étage atrial. Ouais. C'est une cardiopathie à sang mélangé, puisque justement tout se mélange du fait du shunt droit-gauche obligatoire interatrial, tout se mélange dans l'oreillette, dans le ventricule gauche, et ensuite dans l'aorte. Et le flux qui arrive dans l'artère pulmonaire, c'est un flux qui vient de l'aorte, exclusivement. Donc, c'est un flux qui a la même saturation dans l'aorte. Donc, on est sur une cardiopathie à sang mélangé où la saturation dans l'aorte est égale à la saturation dans la plaie.